En économie, il y a l'histoire intuitive que nous aimerions raconter. Et puis, il y a la statistique. Cette dernière ne détient pas toujours la vérité, mais il faut s'y confronter. La question de l'endettement et de l'investissement dans nos économies contemporaines illustre parfaitement ce hiatus. D'un côté, il y a une histoire fluide, celle des taux zéro, d'une dette qui file dans les différentes régions du monde, facilitée par l'abondante liquidité bancaire produite par les banques centrales et dont la presse ne cesse de relever les records alarmants. Et en face, il y a une croissance léthargique, une croissance molle qui suggère que l'abondance financière ne se traduit pas en croissance réelle. Ce qui laisse supposer que l'autofinancement des entreprises et l'accès facile au crédit ne se transforment pas en capacité nouvelle et en croissance organique. Et entre l'abondance financière et la croissance ralentie des volumes, il y a la course au sommet des prix d'actifs, les actions, l'immobilier notamment. L'histoire s'articule bien et les canaux eux-mêmes de transformation de la liquidité en inflation du prix des actifs sont identifiés. D'abord, l'intense activité du marché des fusions-acquisitions, qui traduit la propension des entreprises à acheter des capacités déjà installées et à se concentrer plutôt que de créer de nouvelles capacités. Des entreprises qui, par le même jeu, se transforment en actifs spéculatifs dopés au goodwill. Ensuite, l'intense activité du rachat d'actions, notamment aux États-Unis, qui alimente la hausse de la bourse. Tout laisse supposer que nous sommes dans une économie de levier qui, en retour, produit toujours plus de cash, mais peu de croissance réelle. Les chiffres, de leur côté, il faut l'admettre, ne nous restituent pas cette histoire de façon aussi manifeste. La dette d'abord. Sommes-nous dans la dérive que pointent tant d'experts alarmistes ? Pas vraiment, et en tout cas pas de manière généralisée dans les économies avancées. Prenons par exemple la dette des entreprises à travers les prêts bancaires et l'émission de titres. On n'observe pas dans la période récente de dérive spectaculaire des ratios d'endettement, et même dans certains cas, c'est le désendettement qui caractérise la période. Idem du côté des ménages. Et donc, dans la léthargie de la croissance, il y a d'abord le fait que la liquidité banque centrale n'a pas été transformée ou peu en crédit aux agents privés non financiers qui détiennent les clés des dépenses de consommation et d'investissement. Du côté de l'investissement, là encore, sommes-nous vraiment dans un sous-investissement chronique ? Le juge de paix, en première approche, est le taux d'investissement, la part de valeur ajoutée que les entreprises consacrent à l'investissement. Et là, force est de constater que l'on ne décèle pas de décrue manifeste de l'effort d'investissement productif des entreprises, notamment lorsque l'on raisonne à prix constant, pour éliminer l'effet de déformation des prix relatifs. En première approche, on n'observe ni dérive de l'endettement privé, ni arbitrage en défaveur de l'investissement réel. Et si une telle dérive peut être mise en exergue, c'est plutôt du côté de la sphère publique qu'il faut se tourner, où la montée de l'endettement n'a pas eu pour contrepartie une montée en puissance de l'investissement public. Cela veut-il dire que la belle narration de l'hypertrophie de la finance face à l'atrophie du capital réel surpondère des signaux faibles ? Non. Si maintenant je me penche du côté des canaux de transmission qui produisent l'inflation des prix d'actifs, le changement de régime est manifeste. Oui, le rachat d'actions est un phénomène décisif sur le soutien des cours aux États-Unis, où le phénomène est le plus affirmé, notamment dans la tech, et où la dérive de la bourse est la plus marquée. Et du côté des fusions-acquisitions à échelle mondiale, si les données peuvent laisser croire en première approche qu'il ne s'agit que de grandes vagues récurrentes qui alimentent d'abord les grands cycles de la bourse, il y a bien aussi un changement d'orbite visible lorsque l'on cumule ces flux sur 5 ans. Ce dernier se dessine dans la seconde moitié des années 90 et ne cesse de s'amplifier par la suite. Ce changement d'échelle persistant alimente un puissant mouvement de croissance externe et de concentration du capital que la crise de 2008 n'a pas interrompu. Quant à la stabilité du taux d'investissement, cette dernière est trompeuse. Le flux d'investissement se maintient par rapport au flux du PIB qui lui-même est en décélération. Ce maintien du ratio recouvre en fait une décélération de l'investissement qui freine la croissance du stock de capital et donc la croissance potentielle. Il y a surtout un changement de composition de l'investissement avec 2 phénomènes saillants.
une hausse du prix relatif des bâtiments qui fait que le maintien en valeur des dépenses recouvre une baisse en volume des capacités créées, et ensuite une hausse de la composante immatérielle et informatique à amortissement et déclassement rapide, qui agit également négativement sur le stock de capital. Résultat, partout, la stabilité des taux d'investissement recouvre une décélération marquée du stock de capital. Donc oui, en dépit de régularités apparentes, l'abondance du capital financier va de pair avec une attrition du capital productif et une inflation du prix des actifs au détriment des volumes.